Bonjour, je suis Usul. Et je suis Cotentin. Et on a le grand plaisir de vous présenter Ouvrez l'Élysée pour Mediapart. Bon allez, la rentrée, les présidents là, tout ça là. Ouais, les primaires, les débats. Voilà, on est parti, c'est parti pour le show, le stade est chaud. Moi je suis pas trop chaud, non. Mais moi non plus je suis pas trop chaud, putain, on pourrait gagner notre vie en vendant des cartes Pokémon et on est là, on va devoir commenter le concours de racisme entre Bertrand, Pécresse, Le Pen, je sais pas qui là. Fabien Roussel. On commence pas. Bon, parce que cette année, on n'est pas là pour distribuer les bonnes notes aux candidats de gauche et tout. On va rester neutre, on va rester objectif. On est là pour vous aider à décrypter les enjeux de cette campagne et de ces candidatures et vous aider à faire le choix le plus éclaté. Éclairé. On va donc suivre la campagne ici, un lundi sur deux. Voilà, ça s'appelle Ouvrez l'Élysée. Nouvelle émission, ça n'a rien à voir avec ce qu'on faisait avant. Bah regarde, on a tout chamboulé là. On a inversé nos places par rapport à la saison dernière. D'ailleurs, ça me stresse. Ouais, c'est avec moi aussi. Voilà. La star de cette rentrée, c'est bien entendu Zemmour, le petit frisson transgressif de la bourgeoisie conservatrice. Il sort son bouquin ces jours-ci, tout le monde lui sert la soupe. Sur toutes les chaînes, c'est Zemmour en meeting, Zemmour en interview, Zemmour à la plage. Bon, on va pas en rajouter, hein. On avait pensé à un moment se foutre de la gueule des gens qui le soutiennent. Hein. On avait des blagues un peu sur le physique, genre sur lui là. Attends, mais t'as pas dit qu'on prenait de la hauteur, vision éclairée, Hugo Décrypte et tout là? Si, mais là, bon, il y a des limites quoi, t'as vu sa gueule, c'est pas... le physique de leurs idées à un moment. Bref, on va plutôt vous parler de trucs chiants, genre Arnaud Montebourg à Clamecy, ou le débat des écolos, hein, pas celui d'LCI ou de Mediapart, celui qui a été payé avec vos impôts, là, suite France Inter, France Info. Et puis bon voilà, on va écouter Delphine Bateau dans la primaire des écolos. Il y a un nouveau rapport du GIEC qui a été publié le 9 août, qui nous dit que nous avons une décennie pour agir, pour espérer limiter le réchauffement climatique et garder une planète au mieux possible habitable en sécurité pour l'espèce humaine. Voilà. Grosse ambiance, hein. Grosse ambiance, mais le leitmotiv ici, ce sera de dire que la gauche peut gagner. Ouais, enfin, la gauche qui peut gagner... Si, sinon on va se recoucher tout de suite, ça sert à rien. On va essayer de se motiver quand même, ça va être un peu la méthode Coué, d'accord? Ah oui, comme le burger. Comme le burger. Allez, pour commencer, pour ce premier épisode, je vais vous donner 3 raisons pour lesquelles la gauche peut gagner en 2022, pourquoi il n'est pas certain que le pays se dirige vers le fascisme, le chaos climatique, Michel Barnier président. Alors, raison numéro 1, le dérèglement climatique, c'est devenu très concret pour beaucoup de gens maintenant, ça y est, les gens le voient, il y a des inondations, des tornades, des feux géants. Donc ça, c'est bon pour la gauche. Bah ça peut faire que les gens vont quand même voter un peu plus pour des programmes écolos, quoi. Il y a même moyen que ces thématiques soient au cœur de la campagne. Bon, par contre, va falloir que les journalistes fassent un effort parce qu'on a bien regardé le débat de la primaire écolo sur France Info et les questions d'environnement et de climat, ça avait pas l'air de les intéresser plus que ça. Alors même que c'était eux qui avaient choisi d'organiser le débat chez eux, hein. Si ça les intéressait pas, ils avaient qu'à faire autre chose. Est-ce qu'on pourrait parler d'écologie? Alors, voilà. En même temps, peut-être que le casting, il le trouvait pas très intéressant. Pourtant, il est bien le casting. Il est assez représentatif des différents courants chez les écolos. On va vous les présenter, tous ces gens. Sandrine Rousseau, Jadot, Éric Piolle, Antivax, Delphine Bateau. Bon, on va passer un peu vite sur Gouvernatori parce qu'il est même pas de gauche, il est gênant, il fait perdre du temps à tout le monde. Ils en voulaient même pas dans les primaires à la base. Ouais, mais par contre, il a le meilleur CV politique de France. Le meilleur CV politique de France. D'une part, je participe à cette primaire parce que j'ai le meilleur CV politique de France. J'ai été nommé 2 fois meilleur gestionnaire de France. Je détiens le trophée de l'emploi remis par le ministre des PME. Grand vainqueur de la belette de Winchester, concepteur de la potion de guérison des ongles incarnés, auteur du parchemin Le druidisme expliqué aux personnes âgées... Oui, bah c'est bon. Les autres, vous les connaissez sans doute un peu mieux, c'est pour ça qu'on va se concentrer sur la manière dont les journalistes les ont présentés. Et aussi sur la première question qu'ils leur ont posée. D'ailleurs, on va commencer avec le maire de Chicagreux, Éric Piolle. Éric Piolle, vous avez été réélu à la mairie de Grenoble, ça a été dit dans la présentation, lors des dernières municipales, très facilement. Mais si on regarde les sondages, nationalement, l'écologie politique que vous portez suscite assez peu d'engouement. Qu'est-ce qui ne prend pas entre vous et les Français? C'est une façon étonnante de poser la question. Ah bah voilà, Éric Piolle, les gens vous détestent. Est-ce que c'est pas un petit peu de votre faute? Les gens vous aiment pas, vous êtes nul, Éric Piolle. Évidemment, il y a eu Sandrine Rousseau qui, elle, a eu à faire face à Nathalie Saint-Cric. Nathalie Saint-Cric qui était aussi sympa que si on avait mis Sonia Mabrouk face à Sandrine Rousseau.
Sandrine, bonjour à tous d'abord. Sandrine Rousseau, vous vous définissez comme écoféministe en guerre contre le patriarcat. Vous vous présentez comme la candidate des minorités discriminées, vision qui encourage un peu les luttes communautaristes. Est-ce que vous croyez vraiment que ce positionnement convient pour une présidentielle qui se doit de rassembler? En fait, c'était pas un débat, c'était vraiment les 5 candidats qui passaient leur grand oral devant le jury de la bourgeoisie, qui décernaient les bons et les mauvais points. Et puis bizarrement, il y en a un qui a eu droit à un traitement un petit peu plus clément. Jadot! Alors justement, Yannick Jadot, vous avez créé la surprise en rassemblant sur votre nom plus de 3 millions de voix aux élections européennes de 2019. Vous qui prônez une écologie ouverte et majoritaire, pourquoi prenez-vous le risque de vous rétrécir dans une primaire qui, à ce jour, au fond, ne rassemble que 35 000 votants? Qu'est-ce qui vient s'emmerder dans cette primaire de plouc, le grand Jadot, hein? C'est marrant parce qu'on est à un moment où la gauche bourgeoise est prête à abandonner le PS pour commencer à voter écolo, et on sent bien que sur les 5, il y a un client là qui a quand même leur faveur. Non, parce que toi, c'est une des raisons qui fait que la gauche peut gagner. C'est que les bourgeois, ils aiment bien Yannick Jadot. Ça te rend tout fou, ça, en fait. Alors évidemment que non, mais dans ce débat écolo et surtout dans les suivants, mine de rien, on a parlé de décroissance, de capitalisme, de justice sociale, climatique, environnementale. Ces thèmes de gauche sont pris un peu plus au sérieux depuis que le changement climatique est perceptible par tous. Peut-être que certains candidats de gauche pourraient profiter de l'intérêt des Français pour ces questions, hein. Une enquête d'opinion de l'Institut Montaigne nous apprenait en mars que 3 Français sur 4 sont acquis à la nécessité d'un modèle de société sobre. Les propositions des écolos ne sont plus perçues comme farfelues. Deuxième raison pour laquelle la gauche peut gagner, c'est que les Français sont profondément de gauche. Mais ils votent mal. Oui, mais au fond, ils sont de gauche. Cet article de l'Obs paru fin août l'affirme, la France ne se droitise pas. En se basant sur le travail des chercheurs comme Antoine Bristiel ou Vincent Tiberge, l'article explique par exemple que les Français ont un rapport particulier à la justice sociale, à la démocratie, à la lutte contre les inégalités. Cet article explique que 76% des sondés sont d'accord avec le fait que le gouvernement devrait prendre davantage de mesures pour réduire les inégalités de revenus. Et il ajoute 71% considèrent que pour qu'une société soit juste, il faut que les différences de niveau de vie entre les gens soient faibles. Voilà, bah maintenant votez pour ça à ce moment-là, un moment quoi. 76%, on peut gagner direct. 76%. Au lieu de fantasmer sur Xavier Bertrand le prouteur, votez correctement. C'est tout l'argumentaire de la campagne de Mélenchon cette année. Il a même commandé son propre sondage pour pouvoir expliquer sur les plateaux que si les Français votaient sur le programme, l'avenir en commun s'imposerait comme le choix le plus proche de leurs aspirations profondes. Si vous votez pour moi, Jean-Luc Mélenchon, il se passera la retraite à 60 ans, il y aura la planification, la planification écologique, on refera les institutions de la République, vous aurez une 6e République. Bon, on peut être contre, mais si on est pour, c'est pour moi qu'il faut voter. Alors, voilà, c'est ça que je vais dire aux gens. Voilà, c'est pas compliqué, et pouf, Jean-Luc il gagne. Après c'est plus compliqué que ça, en général les débats ils portent pas sur ces questions-là, les journalistes ils ont tendance à recentrer sur la République, la laïcité, enfin vous savez, tous ces euphémismes pour évoquer la question raciale. Ce qu'on sent quand même à gauche et qui fait débat, c'est au fond la vision que certains de vous peuvent avoir sur la République, le caractère universaliste, et au fond, est-ce que pour certains d'entre vous, la défense du droit des minorités ne remet pas en cause ce modèle? Et est-ce que ça fait quand même débat? L'universalisme. Sandrine Rousseau, on vous a pas donné la parole quand on aurait dû, on vous la donne maintenant. Je fais juste une toute petite précision. Quand on lit votre programme, on a l'impression que notre modèle républicain universaliste est quelque peu battu en brèche parce que vous parlez des femmes, des racisés. Est-ce que vous considérez que l'universalisme c'est quelque chose de pas bien? Voilà, vous avez compris, l'universalisme c'est bien. Et la défense des droits des minorités, c'est pas bien parce que c'est pas universaliste. C'est communautariste même. Voilà. Sauf que même si chez les journalistes, tout le monde parle comme Manuel Valls, sachez que les Français ont évolué sur ces questions. C'est ce que dit Vincent Tiberge, toujours dans l'Obs. La France ne se droitise pas par rapport aux questions de diversité et d'immigration. Les générations nouvelles sont plus tolérantes que les précédentes vis-à-vis des minorités. Par ailleurs, l'attachement aux valeurs dites de gauche, redistribution, justice sociale, progresse dans la société, malgré un recul temporaire sous François Hollande. Donc là aussi, ça progresse lentement mais inexorablement. Non, les Français ne deviennent pas de plus en plus intolérants chaque année, c'est même le contraire. Et vu ce que leur servent comme discours les médias et les politiques, ils ont bien du mérite. Parce que le gros Montebourg, par exemple, il est pas parti là-dessus, là, avec son discours de la remontada, hein, écoutez. L'école et l'éducation nationale qui descend, il faut aussi la remonter. L'hôpital bien éprouvé par la pandémie, il va falloir le remonter. Les logements qui manquent, il va bien falloir les construire. La laïcité, il va bien falloir la défendre et la conforter. Les banlieues, il va bien falloir y rallumer la flamme de la réussite républicaine. L'agriculture qui souffre, il faudra la transformer. L'immigration, il va bien falloir la contrôler, la maîtriser. L'Union européenne qui ne marche pas, il va bien falloir la restructurer.
Attention, c'est allé très vite, ça vous a peut-être échappé, mais c'est pourtant assez clair. Hein. Oui, il faut contrôler l'immigration, hein, comme si c'était pas déjà contrôlé. Il faut renforcer la laïcité, et surtout ce qui est banlieue, vous allez voir, c'est subtil, on se le réécoute. Les banlieues, il va bien falloir y rallumer la flamme de la réussite républicaine. C'est quoi la flamme de la réussite républicaine? Il y a des réussites pas républicaines, il y a des réussites communautaristes. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement là? On comprend pas. Non mais Montebourg, ancien ministre de Hollande, c'est la 3e fois qu'il essaye de se présenter, et lui son but c'est d'unir les souverainistes des deux rives. Il fait un genre de en même temps. Voilà, en même temps on va peut-être augmenter un peu le SMIC, mais en même temps on va continuer de taper sur les immigrés et les minorités. De toute façon, Montebourg, c'est toujours la même chose. Hein. En 2014 déjà, il nous dit qu'il arrête la politique et qu'il va faire du miel. Très bien. Et puis il revient en politique pour participer à la primaire de 2017. Il perd et donc du coup il se retire de la politique et hop, il réapparaît magiquement là pour devenir président. Dès qu'il perd, il va bouder. Il va faire du miel, des amendes, et puis hop, dès qu'il y a une nouvelle élection, il réapparaît. Là, ça l'intéresse à nouveau, la politique. D'ailleurs, ça lui reprochait ça. Hein. Mais j'ai entendu qu'on m'avait reproché, dans la bouche d'un professionnel de la politique, avez-vous combattu Macron pendant ces années? Il a même fait l'imitation en plus, vous avez reconnu? J'ai imité Mélenchon en meeting, le public était hilar. Ouais, bah en attendant, il répond quoi là quand on lui dit qu'il a servi à rien pendant 5 ans? Vous allez voir, c'est brillant. Pour ma part, j'ai préféré réaliser et concrétiser plutôt que crier et vociférer. Ce sont là des combats autrement plus constructifs. J'ai combattu le chômage, modestement, mais concrètement. Car mes petites entreprises ont créé leurs premiers emplois. Mais il a fait des start-up pour aider la France, c'est quand même plus utile que d'animer un groupe parlementaire d'opposition. Ouais, non mais Montebourg, là, le mec il veut relever la France et il est même pas foutu de boire un verre d'eau correctement. Non mais ok, c'est facile de se moquer là, de faire du quotidien. Mais toi, tu sais boire des verres d'eau peut-être? Bah oui, je vais vous le prouver. Voilà, bon, évidemment, là, le verre, il est bizarre, tu m'as stressé aussi, mais d'habitude, j'y arrive, hein. Ok, bon, d'accord, mais c'est quoi ton 3e point comme quoi la gauche, elle peut gagner? Parce que là, on n'avance pas, en fait. Mais le 3e point, c'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est vous, c'est ce qu'il y a au fond de votre cœur. C'est ces petits riens qui font les grands colibris. C'est Jean-Luc Mélenchon qui nous fait rêver le lundi et qu'on a envie de cancel le dimanche. C'est Anne Hidalgo qui nous fait des pistes cyclables anti-SDF. C'est le NPA qui va sans doute nous refaire une mitose d'ici janvier. C'est Fabien Roussel là qui se prend pour Georges Marchais mais qui invite Valérie Pécresse à la fête de l'UMA. Voilà, c'est... J'en peux plus, j'en peux déjà plus en fait. Calme-toi, parce que là, on a toute l'année pour espérer. Et puis si ça se passe mal, ça s'arrêtera sûrement dès le premier tour, donc on n'aura pas le temps de souffrir. Ouais, bon. Et ben on se retrouve lundi, donc pas celui-là mais celui d'après. Alors Montebourg, le truc en ce moment qui répète pas mal, là, c'est donnez-leur une cathédrale à construire ensemble et ils s'aimeront, disaient des Français Saint-Exupéry. Alors déjà, Saint-Exupéry, c'est un aéroport, c'est pas une cathédrale. Puis ensuite, bonjour la laïcité, quoi. Oui. Ah mais il me fatigue d'avance lui aussi, putain.